la gendarmerie ce matin qui a téléphoné. Dans le petit cimetière de Cette estafette, un véhicule bleu de location a été découvert. Il est possible que ce soit des agents provocateurs. Le dépôt du maréchal Pétain a disparu. « 19 février 1973. Vers 2 heures du matin, une camionnette immatriculée dans les Hauts-de-Seine pénètre dans le petit cimetière de l'Île-Dieu. L'un des 6 hommes se dirige droit vers une tombe plus grande que les autres. Le temps est suspendu. Pousse-toi, je vais le faire. Celui qui semble être le chef du commando s'empare alors de la barre à mine. Les 6 hommes font levier pour déplacer progressivement la dalle. Voilà, tous. C'est bon? Ouais. Maréchal, nous voilà. Évidemment, c'était le moment fatidique. Là, tout le monde a retrouvé l'esprit commando, tout le monde s'est mis au garde à vous. Et moi, j'ai crié Maréchal, nous voilà. Bon, c'était un petit peu le côté émotionnel, un petit peu... Non, j'ai pas pensé à faire un mot historique du tout, mais c'est venu comme ça, spontanément. On était venu là pour ça, donc c'est sorti, quoi. Allez, messieurs, on libère le maréchal. En 1973, près de 30 ans après la libération, qui ose remuer les cendres des années noires en volant la dépouille de Pétain dans le petit cimetière de l'Île-Dieu? Qui donc peut avoir intérêt à réveiller les fantômes du passé? En 40, j'avais 3 ans. J'avais de l'admiration pour le maréchal Pétain. Pour moi, c'était Napoléon, c'est Louis XIV. Que comme on est enfant, comme on apprenait l'histoire, le chef de l'État, c'était le père de la nation. C'est quelque chose qu'on devait révérer, comme le pape. Si la dépouille du maréchal repose dans le petit cimetière de l'Île-Dieu, c'est qu'à la libération, un procès l'a condamné à l'exil. Durant le procès, Pétain ne parlera pas et ne répondra à aucune question. Il se contente juste d'une déclaration préparée par le plus jeune de ses avocats, le talentueux Jacques Izorni, proche de l'Action française, et qui a déjà défendu sans succès l'écrivain Brasillac, fusillé en février. Izorni développe ainsi sa fameuse théorie du bouclier et de l'épée. De Gaulle étant l'épée, et Pétain le bouclier qui protégeait la France. Des hommes ont été déportés et ont souffert en criant « Vive le maréchal !» Ne pensez-vous pas qu'ils ont mené le même combat que vous? Ah, si des hommes... Malgré la grandiloquence d'Izorni, le jury se prononce pour la mort. De Gaulle, qui ne veut surtout pas transformer le traître en martyr, gracie alors Pétain.
Le maréchal est exilé sur l'île Dieu, petite île de la côte vendéenne. Il restera enfermé dans le vieux fort jusqu'à sa mort. Doucement, doucement. Près de 30 ans plus tard, dans le cimetière de l'île Dieu, la libération du maréchal dure à peine une demi-heure. Le commando remet en place la pierre tombale. L'un des comparses attrape un journal qui traîne dans le coffre de la camionnette, avec lequel il comble le trou causé par l'ouverture et commence à refaire consciencieusement les joints du caveau avec du ciment frais pour masquer la profanation. Une fois l'opération terminée, dans un balai silencieux, le fossoyeur s'emploie à effacer les traces de leurs méfaits. Le mystérieux commando quitte le cimetière tout feu éteint. La France ne le sait pas encore, mais dans la nuit du 18 au 19 février 1973, on vient de kidnapper la dépouille du maréchal Pétain. On a le maréchal. Tiens, Poloné, on n'est pas arrivé encore. Bientôt. La camionnette se gare devant l'hôtel des voyageurs. Cet hôtel n'a pas été choisi par hasard. C'est là déjà qu'Eugénie Pétain avait posé ses bagages pour être auprès de son mari. Elle a en effet obtenu de passer ses après-midi avec lui au fort, se faisant immédiatement détester par tous les gardiens qu'elle prend pour des domestiques, se croyant encore au bon temps de Vichy. Madame Pétain coud, elle fait la conversation au maréchal, installe des fleurs dans le salon. Ces images uniques ont été tournées pour répondre aux attaques des pétainistes accusant la République d'inhumanité envers celui qu'ils décrivaient comme le plus vieux prisonnier du monde. Elles n'ont finalement jamais été montrées aux Français. Durant toute sa détention, les avocats du maréchal font tout ce qu'ils peuvent pour le faire libérer. À chaque nouveau gouvernement, ils relancent les démarches. Mais les années passent et Pétain décline rapidement. Le physique tient encore à la rigueur, mais l'esprit s'enfonce dans la sénilité. Bientôt, il ne reconnaîtra plus son épouse et, se croyant jeune et séduisant, s'étonnera qu'une vieille femme lui rende visite tous les jours. Il se souvient bien avoir gagné une bataille à Verdun, mais ne sait plus contre qui, hésitant entre les Allemands et les Américains. De Vichy, en revanche, il ne sait plus rien. Quand il demande en 1948 à ses avocats qui lui rendent visite pourquoi il est en prison, il est stupéfait d'apprendre qu'il a été un jour chef de l'État. Voici le maréchal qui souleva tant de passion, un petit vieux qui mange sa soupe. Un petit peu avant la mort du maréchal Pétain, j'ai vu une photo dans le journal, c'était le Parisien je crois, qui montrait le maréchal Pétain mangeant à la gamelle. Et ça, dans mon esprit d'enfant de 10-12 ans que j'avais à l'époque, ça m'avait complètement retourné comment le chef d'État, qui avait une aura telle qu'il avait, dont on parlait avec tellement de respect, pouvait-il être traité comme ça, à manger à la gamelle comme un vulgaire prisonnier? La santé du maréchal se dégradant, un autre de ses admirateurs, un certain Paul Lucot, qui connut quelques ennuis à la Libération pour avoir dénoncé les gaullistes et les communistes de Lille pendant la guerre, se propose pour accueillir le mourant dans sa villa de bord de mer. Le gouvernement accepte. Celle-ci est alors rebaptisée annexe de l'hôpital militaire de Nantes, histoire de garder la face. C'est ici, chez ce bon patriote, qui fut aussi inquiété pour avoir violenté des filles dans un bar louche des Sables d'Olonne, que le maréchal Pétain rendra son dernier souffle le 23 juillet 1951. Au même moment, on s'active pour détruire la cellule du prisonnier. Officiellement, il s'agit de transformer la prison en colonie de vacances, mais l'empressement à faire table rase du passé prouve surtout que l'on redoute que le fort ne devienne un lieu de pèlerinage pour nostalgiques de Vichy. Ces craintes ne sont pas infondées. En effet, tout n'est pas fini avec la mort de Pétain. Au contraire, tout commence.
Quand Pétain décède en juillet 1951 sur l'île Dieu, on pourrait croire que tout est terminé pour les pétainistes. Mais en réalité, c'est peut-être là que tout commence. Car ils vont désormais faire porter leurs efforts sur la translation des cendres du maréchal à Douaumont, ce qui est une manière de le réhabiliter. Parce qu'on ne pourra pas, évidemment, réviser le procès, il a été condamné pour haute trahison, mais en revanche, si on parvient à transférer son corps à Douaumont, on le réhabilitera, si vous voulez, de fait. Donc le premier combat des pétainistes, c'est le transfert à Douaumont. En cette nuit du 19 février 1973, on boit enfin le champagne à l'hôtel des voyageurs, en attendant le premier bateau. Vive la France. Bravo. Merci, monsieur. Monsieur Dumas, vous êtes bien traqué avec nous? Oui, volontiers. Sur un coin de table, le fossoyeur écrit tranquillement des cartes postales, puis demande au tenancier de les poster. Ça peut partir demain. On a vu le champagne. Tout le monde était content, c'était la bonne opération. Mais enfin, vous comprenez, c'était pas une opération criminelle. Vous comprenez, c'était pas... on peut dire que c'était un geste patriotique en mémoire du maréchal Pétain qui demandait à avoir été inhumé à Douaumont, point barre. Ça s'arrêtait là. Le commando embarque. L'ambiance est nettement moins détendue. Chacun craint que l'on ne découvre le précieux chargement. L'un d'eux a même pensé à mettre une jolie casquette de marin pour faire couleur locale. Il faisait encore nuit et il y avait un projecteur qui tapait dans les fenêtres arrière de la camionnette. Bon, je dis tiens, pourvu qu'on ne voit pas le cercueil qui est dedans. Alors je suis monté sur le passage du bateau, j'ai regardé mais on ne voyait pas le cercueil, tout allait bien. Le cercueil du maréchal quitte enfin l'île. Voilà près d'un quart de siècle que ses partisans attendent cela. Depuis qu'ils ont créé, autour de son défenseur, Isorni, l'Association pour la défense de la mémoire du maréchal Pétain. S'y retrouvent d'anciens ministres de Vichy, le magnat du champagne Pierre Tétinger, le champion de tennis Jean Borotra, etc. C'est une association composée d'individualités sans doute importantes, des académiciens, des généraux, des anciens ministres de Vichy, mais il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de soldats, et ce qu'ils voudraient faire, c'est créer un mouvement d'opinion publique, et ils n'y parviennent absolument pas. Les pétainistes reprennent bien espoir lorsque la 4e République s'écroule, en 1958, les gaullistes leur ayant fait quelques vagues promesses en échange de leur soutien. Mais dans les faits, durant les 11 années de pouvoir de l'homme du 18 juin, qui avait pourtant gracié le maréchal, ils n'obtiendront rien. Alors là, je n'étais pas tout à fait gaulliste, effectivement, mais pendant la guerre d'Algérie, il y a eu le 13 mai, et tous les officiers, tous les militaires s'étaient dit, voilà, c'est De Gaulle qu'il nous faut. En 40, c'est Pétain qu'il nous faut, là, c'est De Gaulle qu'il nous faut. On peut dire que De Gaulle a fait marcher les pétainistes, il les a fait même courir. Il leur a promis pas mal de choses, en échange évidemment de leur soutien, mais en réalité, il n'a jamais songé à honorer le maréchal Pétain. Avec Pompidou, ils croient enfin leur heure venue. Le président, en effet, n'a pas de passé résistant. Mais les remous créés par la grâce qu'il accorde à Paul Touvier, chef de la milice lyonnaise, le font douter. Allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entre-tuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. Mais en dehors des belles paroles, les pétainistes n'obtiendront rien. Face au refus de réhabiliter Pétain, les esprits commencent à s'échauffer. Si beaucoup, comme Isorni, restent partisans de l'action légale, un autre homme fort au sein de la Pétainie voit les choses bien différemment. L'avocat Tixier-Vignancourt, secrétaire d'État sous Vichy et candidat à la présidentielle de 65, avec Jean-Marie Le Pen comme directeur de campagne, va se lancer dans une folle opération. En 1969, quand Pompidou se présente à la présidentielle, il ne veut pas d'une candidature à l'extrême droite qui pourrait lui prendre quelques voix et l'empêcher peut-être d'être qualifié. Alors Tixier et puis Pompidou se rencontrent
Et Pompidou, selon les mémoires de Tixier-Vignancourt, lui aurait promis ou lui aurait laissé entendre qu'il examinerait avec bienveillance la question du transfert de Pétain à Douaumont en échange de sa non-candidature. Alors Tixier a tenu parole, il ne s'est pas présenté. En revanche, Pompidou a complètement oublié ses promesses, si tant est qu'il ait fait des promesses à Tixier-Vignancourt. Je me suis engagé dans l'Alliance républicaine de Tixier-Vignancourt, qui venait de créer à l'époque pour les présidentielles. Et dans la charte de l'Alliance républicaine, il y avait justement la réhabilitation du maréchal Pétain et le retour de ses cendres à Douaumont. C'est ce qui m'a décidé à entrer. Peut-être que je serais entré ailleurs à l'époque, parce que je cherchais à m'engager politiquement. Elle m'a décidé à entrer là, dans l'Alliance républicaine. Les deux ténors de la Pétainie, entrés en rivalité pour défendre les chefs de l'OAS, ont des personnalités foncièrement opposées. Tixier est expert en coups fourrés. Izorni veut une réhabilitation de Pétain au grand jour, sinon rien. C'est donc dans le dos d'Izorni que Tixier prépare un mauvais coup dont il a le secret, l'enlèvement du maréchal Pétain pour obliger le pouvoir à négocier. Début 1973, Tixier décide de venir en personne sur l'île-Dieu pour repérer les lieux. Alors, ça a été très surprenant de voir un avocat aussi important que Tixier-Vignancourt, qui était quand même un des grands avocats de l'époque, de le voir plaider dans une affaire de poule qui avait franchi une barrière. Mais en fait, Tixier-Vignancourt était venu à Nantes pour pouvoir s'éclipser discrètement, se rendre à l'île-Dieu et rencontrer Gilles Nolot, aller sur la tombe de Pétain, relever les horaires. Voilà, il était allé en repérage. Tixier confie l'organisation du commando à un de ses lieutenants, Hubert Massol. L'homme a été élevé dans le culte du maréchal. Mais c'est surtout à son retour d'Algérie, par haine de De Gaulle, le bourreau de l'Algérie française, qu'il rejoint le petit parti de Tixier. Il y avait un sondage qui disait que 72% des Français seraient favorables à une réhabilitation ou tout au moins n'étaient pas hostiles. Alors c'est ce qui m'a donné l'idée, je me suis ouvert à Tixier-Vignancourt qui m'a dit « mais c'est formidable, on va faire ça ». Massol a l'âme d'un chef et les gros bras qui vont avec. Il l'a d'ailleurs démontré dans un certain nombre d'expéditions punitives contre d'autres groupuscules d'extrême droite. Ensemble, ils vont préparer leur coup. Il fallait donc organiser ça d'une façon méthodique, militaire en quelque sorte. C'était un coup de commando qu'il fallait faire. Alors donc j'ai recruté des gens, peu importe qui ils étaient, l'important c'est qu'ils soient compétents et qu'ils soient capables que je puisse compter dessus. C'est ce que j'ai recherché avant tout. Le premier, ancien légionnaire hongrois, taciturne, accepte parce que c'est un beau coup. Allez, votre coup est particulièrement bien monté, moi j'en suis. Voilà. Le deuxième, anticommuniste polonais, réfugié en France, il voit un moyen de dire merci à la France qui m'a accueilli. Ce garçon-là m'a dit, moi ça me plaît beaucoup parce que ça me permettra de rendre un petit peu à la France de tout ce qu'elle m'a accordé. C'est déjà une bonne mentalité. Le troisième, ancien para, très excité par cette aventure, insiste pour y faire également participer son père, lui aussi ancien militaire, qui conduira la camionnette. Quant au cinquième homme, marbrier funéraire de profession, il est là pour apporter ses connaissances techniques et le matériel indispensable à l'ouverture du tombeau. Lorsque je lui ai demandé ses motivations, moi je trouve ça marrant. C'était moins noble comme motivation, mais enfin il fallait qu'il soit professionnel et il l'était. J'avais connu Maître Tixier-Vignancourt parce que sa femme venait sur la tombe de sa gouvernante qui avait été inhumée au cimetière de Thiers. Elle dit, je vais vous faire une confidence, nous aurions l'intention d'exhumer le maréchal Pétain, et est-ce qu'éventuellement, vous pourriez le faire, puisqu'il faut un spécialiste. Bon, je dis, bon, si on ne refuse pas, quand un ami, on ne refuse pas quand même une bricole. Et alors là-dessus, bon, j'ai dit, bah, je vais vous le faire, je vous le ferai. L'opération est fixée pour la nuit du 18 au 19 février 1973. Elle n'a pas été choisie au hasard. Ils attendent d'être à la veille des législatives pour faire le plus de bruit possible et faire ainsi pression sur le gouvernement. Et ils veulent respecter l'anniversaire du 21 février qui marque le début de la bataille de Verdun. Pour mener à bien l'opération, rien n'est laissé au hasard. Il faut d'abord prévoir un véhicule pour transporter le maréchal. On sait que le vendredi 16 février 1973, une commerçante de l'Essonne, Solange Bosch, s'est rendue avec une fourgonnette sur l'île-Dieu pour vendre des pantalons, des chandails, des vêtements. Le but était d'avoir un moyen de transport. Donc il fallait cette camionnette. Et pour que cette camionnette arrive, on ne pouvait pas donner le vrai prétexte, bien évidemment.
Alors, le prétexte a été que cette dame venait vendre son matériel sur le marché de l'Île-Dieu. Elle est restée pendant le week-end sur l'Île-Dieu et alors, elle est repartie le dimanche en laissant les clés. Elle est donc déclarée avec le numéro, la marque, etc. Et on lui a collé un mari, c'était le père de ce fameux parachutiste qui a joué le rôle du mari de la foraine. Le dimanche 18 février, en fin d'après-midi, le reste du commando arrive sur l'île, tandis que la commerçante repart discrètement sur le continent. Toute la soirée, les hommes attendent la nuit pour agir, installés à l'hôtel des voyageurs. Le propriétaire, Gilles Nolot, dont le père avait si longtemps hébergé la femme du maréchal, a immédiatement proposé sa collaboration. Le tenancier leur fait visiter son petit musée à la mémoire du grand homme. On a été dans un restaurant, hôtel-restaurant sympathique, où on nous a servi à manger. Ensuite, on avait des chambres pour dormir, parce que les gendarmes faisaient une tournée nocturnement la nuit. Alors, dès que vers minuit, on est parti. Une fois le petit village bien endormi, le commando se met en route. On est descendu, on a poussé la camionnette à la main pour ne pas réveiller l'entourage de l'hôtel. Et arrivé à 100 mètres de là, on a démarré tout doucement, on est parti vers le cimetière. Là-dessus, je suis arrivé au cimetière et la gendarmerie envoyait les fenêtres juste derrière. Du bon, il ne faudra pas faire trop de bruit quand même. Et donc là, nous avons commencé à attaquer la tombe. Et c'est là que j'ai demandé au marbrier, toi le professionnel, comment tu entrevois, comment commence-t-on, qu'est-ce qu'on fait, on est là, à toi la manœuvre. Alors il me dit, moi je vois ça à la baramine. On commence avec la baramine, on lève, on met une petite cale, on met une cale, on relève jusqu'à ce qu'on puisse mettre les roules. On met les roules et après la pierre avance toute seule. Un bruit énorme, éclaté, hein, on aurait dit, avec la cavité du tambour, c'est un bruit qui a résonné, on aurait dit un coup de gong gigantesque qui a répandu ses ondes sur l'île, et on s'est dit, tous les habitants sont sous leur séance, se sont levés, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le marbrier me dit, ah non, non, on va pas y arriver, c'est pas possible, ça va faire du bruit, on va réveiller tout le monde, oh c'est foutu, etc. Alors j'ai repris ça en main, j'ai pris la barre à nuit, la barre est rentrée. Alors là, c'était gagné. Je suis descendu dans la tombe. Le cercueil était dans un état exceptionnel. Au bout de 20 ans d'inhumation, j'ai jamais vu un cercueil dans un état pareil, tellement il était... On aurait dit qu'il était neuf. Il a fallu recimenter le tour pour qu'on ne voit pas les éclats. Et à un moment, il dit, il y a trop de ciment, il faut la bourrer avec du journal. Il est allé chercher des journaux qu'il avait dans sa voiture. Et pourquoi? Et c'était des journaux espagnols. Ça a de l'importance par la suite. Et on est donc reparti et on est allé à l'hôtel attendre la dernière heure. On a glissé la camionnette sur le quai, pas loin du bateau, et puis on s'est retiré chez Nolot. Et puis on est arrivé comme de braves touristes après pour prendre le bateau. Alors évidemment, on était beaucoup moins détendu qu'au départ. Alors, la camionnette était en bas, dans une espèce de cale, si vous voulez, puis il y avait une balustrade comme ça où on la voyait. On était appuyés à ce bastingage, tous à regarder cette camionnette. On a dit non, on va pas rester là parce que les gens vont se demander qu'est-ce qu'ils regardent là. Cette pauvre estafette là qui avait rien d'extraordinaire. Et puis le bateau est arrivé sans encombre, on a sorti la camionnette, on a retrouvé les voitures et on est reparti. Une fois débarqué sur le continent, le commando quitte rapidement le port et s'engage sur une route départementale. Quand tout à coup... D'assez loin, qu'est-ce que je vois? Un gyrophare de voiture de police. Et tiens, ils nous attendent peut-être déjà, ils sont au courant. Oh non, je sais pas qui s'attendait, c'est pas pour nous. En plein milieu du bocage vendéen, la voiture s'engage sur une petite route de campagne. Les passagers de la camionnette sont interloqués. On est où là? C'est pas la route de Verdun? Le lundi au petit matin, l'employé municipal, Jean Tarot, plus connu localement sous le nom de Ratata, se rend sur la tombe du maréchal Pétain. Dans le week-end, un match de foot a eu lieu et les joueurs sont venus voir la seule attraction du coin.
Arrivé devant la tombe, là où tout aurait dû être piétiné, miracle, le ménage a déjà été fait. Il s'approche et constate que les joints sont frais. Alors, ni une ni deux, il file prévenir les gendarmes. En quelques heures, les gendarmes, puis le préfet de Vendée, bientôt suivi du procureur de la République et du juge d'instruction des Sables-d'Olonne, Louis Calvet, se rendent sur place. La tombe du maréchal est ouverte pour la deuxième fois en 24 heures et tout le monde doit se rendre à l'évidence. On a bel et bien volé le maréchal. Le préfet avertit le ministre de l'Intérieur. On procède à l'ouverture de la tombe et là, plus rien. On a volé Pétain. Un bateau venant de l'Espagne franquiste aurait-il emporté le cercueil? L'hypothèse n'est pas absurde quand les enquêteurs découvrent que le morceau de journal qui a servi à reboucher le trou dans la pierre tombale est un journal espagnol. Et quand la police a découvert ce journal en espagnol, évidemment ça a été une piste pour penser que c'était peut-être un coup des franquistes ou un coup des collabos réfugiés en Espagne. Car il y en avait. Il y avait Darquier de Pellepoix, il y avait encore le leader des fascistes belges, Léon Degrelle, qui avait autrefois dit « j'irai libérer le maréchal Pétain ». Donc peut-être que c'était un commando qui venait d'Espagne. On ferme les frontières. Au ministère de l'Intérieur, c'est l'ébullition. Mission prioritaire, télégraphie au préfet le ministre Raymond Marcellin. Partout dans le pays, les forces de l'ordre sont mobilisées. Au même moment, sur le continent, le convoi s'arrête devant un château. Attendez, on fait quoi là? On a rendez-vous avec un marquis. Nous avions pris rendez-vous avec un certain monsieur Boux de Casson, qui avait été sous-secrétaire d'État à la propagande sous le maréchal Pétain, et je lui expose le projet. Il me dit « Ah, mais c'est formidable, mon château est historique, il a déjà reçu Richelieu, il sera une deuxième fois historique, il sera doublement historique avec le maréchal Pétain, j'en suis très honoré. » Alors qu'il devait nous attendre, on pensait qu'il y aurait une lumière, quelque chose pour nous dire on est là. Et bien tout était noir. Pas une lumière allumée, rien du tout. Et tiens, c'est bizarre. L'homme se serait proposé d'accueillir le commando et son précieux chargement pour leur offrir quelques heures d'un repos bien mérité. Mais personne n'est là pour les recevoir. Le marquis s'est tout simplement dégonflé à la dernière minute. 3 heures ont donc été perdues pour rien. Je dis ça sent le roussi, j'ai demi-tour, on s'en va. Et on est parti, on a fait marche arrière, on est parti. On file à Verdun. Les membres du commando s'arrêtent à midi pour déjeuner. Là, ils apprennent méduser la nouvelle à la radio. Comment il va faire? Ça va. Allez voir ton grand-père. Vous voulez une petite goutte? Le cercueil du maréchal Pétain a disparu du cimetière de l'Île-Dieu. Il a été Taisez-vous enlevé par des inconnus dans la nuit de dimanche à lundi. Personne n'en est encore revenu à l'Île-Dieu, ni à La Roche-sur-Yon, préfecture de la Vendée, ni ailleurs, nulle part en France. Le cercueil du maréchal Pétain a été Ça fait un choc parce que là, c'était surprenant parce qu'on était tellement sûr d'avoir fait ça d'une façon professionnelle, d'une façon tellement discrète, ça ne devait pas se voir. Et je ne connaissais pas l'histoire des footballeurs la veille, parce que nous avions piétiné aussi, on avait balayé. Et donc on avait effacé les traces de pas des footballeurs. Peut-être le cercueil a-t-il été embarqué sur un mystérieux yacht, peut-être est-il enfoui dans le sol de l'île ou caché dans une maison. Oui, à quoi tiennent les choses, aussi bien organisées soient-elles, aussi bien pensées, il y a toujours le petit grain de sable qui fait que les choses sont contrariées. Le fossoyeur du cimetière qui assurait l'entretien de la tombe, ce qui l'a surpris, c'est dans l'état où elle était toute propre. Vous comprenez? J'avais trop bien travaillé, trop consciencieux. Il leur faut improviser. En toute logique, même sans preuve, la police doit bien imaginer que Verdun est l'une des destinations possibles des voleurs. Changement de direction, le commando met le cap sur Paris, mais tranquillement, pour ne pas se faire remarquer.
Effectivement, la dépouille du maréchal Pétain a disparu. Vous êtes certain que rien ne s'était fait hier? Non, ça a été fait cette nuit. Quand la nouvelle est connue, c'est véritablement le choc. C'est une nouvelle absolument sensationnelle. Philippe Pétain a disparu, le maréchal a disparu. Évidemment, ça fait la une de la presse. Tous les journaux, les radios, les télévisions se précipitent sur l'île-Dieu. Mais où est Pétain? Bonjour. Le mystère de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain reste entier. Les enquêteurs le reconnaissent, ils n'ont pratiquement aucune piste sérieuse. Depuis hier, tout le long du littoral vendéen, les gendarmes interrogent tous ceux qui ont pu remarquer quelque chose. L'enlèvement du cercueil du maréchal, sans doute préparé de longue main par un commando, a provoqué l'indignation. Les habitants de Port-Joinville, dont les maisons sont proches du cimetière, n'ont apparemment rien vu, rien entendu. La police épluche les registres du bateau qui fait la liaison avec le continent. Grâce au relevé des plaques d'immatriculation durant les traversées, une camionnette éveille rapidement les soupçons. On sait par quel moyen cette voiture a quitté l'île? Cette estafette est donc arrivée sur l'île le vendredi 16 février par la navette de 18h à 18h15 et qu'elle est repartie le lundi 19 février à 4h45 à destination de Fromentine. Les forces de l'ordre sont sur le pied de guerre. À Verdun, on ne passe pas. La police fouille les coffres des voitures. Sait-on jamais. Tandis que sous l'Arc de Triomphe, on dépêche de faux touristes qui font le pied de grue devant la tombe du soldat inconnu, au cas où. Mais rien de rien, Pétain reste introuvable. Toute la nuit, à tour de rôle, des gendarmes de Verdun filtrèrent des véhicules, vérifiant notamment et principalement les identités des journalistes qui se pressaient, nombreux, autour de cette tombe, celle du général Ancelin. Lors d'une visite privée en 1934, le maréchal Pétain avait en effet désigné cet endroit pour être inhumé aux côtés de ses poilus. On est en pleine campagne électorale. Alors Raymond Marcellin, d'ailleurs, il était dans son fief, il était candidat, il revient de sa circonscription pour donner des ordres à sa police, il leur donne 24 heures pour trouver le corps. Il est hors de question que Pétain pollue la campagne électorale. Il faut le retrouver, c'est la priorité des priorités. Dans la camionnette, le marbrier s'affaire près du cercueil. Et pour la postérité, grave ses initiales, MD, pour Michel Dumas. Avec mon layol, j'ai gravé mes initiales. C'est-à-dire que sur les frais du cercueil du maréchal Pétain, il y a mes initiales maintenant. Arrivé en milieu d'après-midi à Paris, le commando se sépare et Massol file chez Tixier pour prendre ses ordres, non sans un dernier petit tour. On est arrivé à Paris et j'ai voulu rendre à ma façon un honneur au maréchal Pétain en disant on va lui faire descendre les Champs-Élysées comme il a descendu en 1919, lors de la victoire. Alors, avec le maréchal mort dans son cercueil, a refait le parcours jusqu'en bas. En fin d'après-midi, le commando arrive à Paris avec le cercueil et il commence par se rendre au domicile de Tixier-Vignancourt pour prendre des ordres. Et il y avait une voiture de flic qui était planquée devant la porte qui surveillait ceux qui rentraient et qui sortaient. Massol propose à Tixier une solution de repli où il ne viendra à personne l'idée de rechercher le maréchal. Où est le maréchal Pétain? Dans la camionnette, boulevard Raspail. Qu'est-ce que vous allez en faire? Ne vous inquiétez pas, nous ne faisons que passer. On emmène le cercueil à Saint-Ouen. Alors si ça se passe mal, surtout vous ne parlez pas de moi. Je risquerais d'être radié du barreau et je ne pourrais plus vous défendre. Voilà comment un box miteux de Saint-Ouen devient le refuge du cercueil du maréchal Pétain. L'opération avait pour but de lui rendre honneur. Elle est en train de virer au sordide. Mais il fallait bien le cacher, dans un endroit où personne ne serait venu. Pendant ce temps, l'affaire fait la une de toute la presse et les rumeurs vont bon train sur le nom des coupables. Du commando d'extrême gauche aux nostalgiques qui ramènent le maréchal à Verdun, toutes les pistes sont envisagées. Il est vrai que les avis sont plus que partagés sur cet enlèvement. Comme tous mes camarades qui ont fait Verdun, nous espérions que le vœu du maréchal
d'être au milieu de ces soldats à Douaumont serait respecté. Alors, je préférerais le voir à Douaumont, certainement. Sa place est à Douaumont, il n'y a pas de doute. Comme défenseur de Verdun, celui qui est vraiment, en 1916, a sauvé Verdun, parce que dans la situation où nous nous trouvions, c'était pas très beau. Dans la classe politique, en pleine campagne des législatives, c'est la gêne qui domine à droite. Rares sont ceux qui ont envie de prendre la parole sur cette affaire, car approuver ou désapprouver l'opération risque toujours d'ôter un certain nombre de voix. L'affaire de la disparition des cendres du maréchal Pétain n'a pas été évoquée ce matin au cours du Conseil des ministres. Néanmoins, le Premier ministre, M. Pierre Messmer, a chargé le porte-parole du gouvernement, M. Jean-Philippe Leca, de faire part aux journalistes de la position du gouvernement sur cette affaire. En dehors de tout problème historique ou politique, a dit M. Jean-Philippe Leca, les Français se trouvent actuellement devant l'utilisation d'un procédé particulièrement odieux sur le plan moral. Même les pétainistes, pris au dépourvu, sont sans dessus-dessous. Invité du journal télévisé, Jean Borotra, l'ex-mousquetaire et président de l'Association pour la mémoire du maréchal Pétain, est au bord des larmes. Je suis bouleversé à la pensée que la dépouille du maréchal a disparu de sa tombe et que peut-être elle ne sera pas retrouvée et qu'alors j'aurais jamais eu la possibilité d'aller m'incliner sur ce tombeau. Quant à Louis-Dominique Girard, l'époux de la petite nièce de Pétain, il est furieux. C'est un attentat qui n'a pas de nom, car qu'est-ce que c'est que de venir prendre un cercueil dans une tombe, dans un pays comme le nôtre, qui se prétend civilisé et qui est en plus un pays de tradition chrétienne et où on avait un respect des sépultures jusqu'ici qui, à ma connaissance, n'a été que très rarement troublé et en tout cas jamais pour des motifs politiques. Jacques Isorni fait part de sa consternation. Et je cherche à m'expliquer leurs raisons. Je pense, je peux me tromper, que ce sont des partisans du maréchal Pétain, sans doute déçus que les cendres du maréchal Pétain ne reposent pas encore à Douaumont, mais ce peut être aussi des agents provocateurs. Très rapidement, le bruit court dans les milieux d'extrême droite que c'est Tixier-Vignancourt qui est à la manœuvre. La camionnette abandonnée par le commando est rapidement retrouvée. Cette estafette, un véhicule bleu de location, a été découvert par un gardien de la paix à l'angle de l'avenue de Lamballe et du Général Mangin dans le 16e. Mais ce n'est qu'à midi, qu'après avoir entendu la radio, qu'il a appelé la police judiciaire. Immédiatement, un camion grue de la préfecture s'est rendu sur les lieux pour ramener le véhicule quai des Orfèvres où il a été ouvert. À l'intérieur, les policiers ne devaient trouver que du matériel de forain. Solange Bosch, la commerçante qui avait loué la camionnette, est retrouvée sans tarder. Cuisinée par la police toute la journée, elle finit par lâcher les premiers noms. Arrêté, Michel Dumas nie toute implication. Jusqu'à ce qu'un inspecteur lui place sous le nez l'une des cartes postales envoyées de l'Île-Dieu en attendant le bateau la nuit du vol. Bon, enfin, j'avais envoyé au moins 5 cartes postales. Eh bien, toutes les autres personnes les ont gardées en bon souvenir. De son côté, le marquis Boudecasson, propriétaire du château qui devait accueillir le commando, est lui aussi placé en garde à vue. Les membres du commando tombent les uns après les autres. Massol est filé, Tixier surveillé. Isorni, furieux, somme Tixier d'arrêter les frais et de trouver une sortie honorable. Jacques Isorni, qui s'est très vite aperçu que c'était un coup de son rival Tixier, va le voir au palais de justice et lui dit « Tu as fini tes conneries, hein, je le cite textuellement, tu vas rendre le cercueil et on va demander qu'il soit placé aux Invalides en attendant que le président de la République se prononce sur son transfert à Douaumont. » Les deux avocats se rencontrent, moi j'étais resté un peu en retrait, et ils ont essayé de négocier tout ça, pour qu'ils soient un petit peu disputés, paraît-il, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord au début. Acculé, Tixier et son homme de main se retrouvent discrètement au palais de justice et décident d'en finir. L'affaire va s'enliser. Qu'en pensez-vous? Massol se rendra à la police. Tixier prendra sa défense lors de son procès et, à travers lui, rouvrira celui du maréchal Pétain. Quelle sanction prévoit le code pénal? Violation de la sépulture, 1 an. Je veux bien faire ça pour le maréchal. Mais avant cela, Massol doit donner un peu d'écho à son arrestation. Il organise donc une petite conférence de presse dans un café de l'avenue de la Grande Armée. Je suis arrivé à l'heure dite précise, j'avais dit 18h, précisément je suis arrivé à 18h. Je vois du monde, le café plein de monde. Et je reconnais pas mal de journalistes qui m'avaient reconnu aussi. « Ah, c'était donc vous, me dit-on » Ben, je dis oui, c'était moi. Le cercueil est en notre possession. Nous le tiendrons dans ce lieu jusqu'à ce que le président de la République
nous fasse parvenir une lettre dans laquelle il s'engage personnellement à ce que le corps du maréchal Pétain soit entreposé dans une crypte des Invalides dans l'attente de la réhabilitation et des translations des cendres à Douaumont. Bien sûr. Ah voilà, la police, je vais vous suivre, monsieur, bien évidemment. Vous êtes arrêté. Je suis arrêté. Vous attendiez à cette arrestation? Bien sûr. Branle-bas de combat, sirène de police, des voitures qui grimpent sur le trottoir et qui entourent le café, et des flics qui sortent avec la mitraillette à la main. Malheureusement pour Massol, la télévision, elle, arrive trop tard. Et en direct, il va nous dire ce qu'il a pu apprendre sur l'interrogatoire de M. Massol et des autres personnes interpellées, Jean-Pierre Chapelle. Nous n'avons pour le moment pratiquement aucune information. Ce que nous avons, c'est que M. Hubert Massol est en ce moment... C'est bien, vous avez parlé avec les inspecteurs, ça se passe bien, d'après ce qu'on m'a dit. Eh bien, on va en finir. Donnez-moi l'adresse. Je dis l'adresse de quoi? Et monsieur, allons, pas comme ça. Donnez-moi l'adresse, vous l'avez mis, vous êtes là, vous êtes entre nos mains, vous êtes obligé de parler. Hein. Essayez de me faire ça gentiment. Jacques Isorni, lui, ne se fait plus d'illusions. Jamais l'Élysée ne voudra céder sous la contrainte. Je tiens à dire que le caractère comminatoire de cette mise en demeure à l'égard de Monsieur le Président de la République ne saurait être accepté. Qu'y a-t-il à négocier si Pompidou refuse de se plier au chantage? Même s'il est accueilli avec une certaine déférence à la préfecture, Massol n'a plus d'atout dans son jeu. Il faut me donner un photographe et un journaliste, de façon que la chose soit faite correctement, et peut-être que là, je vous emmènerai. Ah mais c'est insensé. Je lui dis, demandez au ministre. Il me dit, c'est ce que je vais faire. Alors il appelle le ministre et on lui dit, faites ce qu'il vous dit, faites ce qu'il vous demande. Bientôt, Massol conduit les policiers au 30 avenue Gabriel Péry à Saint-Ouen. Devant l'enfilade des parkings, il hésite un instant, puis indique un box. À la lumière des torches électriques, les policiers découvrent le cercueil. C'est bon, les gars. Immédiatement chargé dans une ambulance, il est conduit à la chapelle du Val-de-Grâce. Monsieur Massol, une déclaration pour le méridional, s'il vous plaît. J'estime que le but de l'opération a été atteint. Il est désormais pratiquement impossible, vis-à-vis de l'opinion et du peuple français tout entier, de revenir en arrière. Notez-le et publiez-le. Très bien, c'est merci, passé. Massol, merci. C'est parti. La France, tenue en haleine, apprend avec consternation la nouvelle. La presse tombe à bras raccourcis sur le commando de Pied-Niclé, qui a offert 3 jours d'une permission inattendue au maréchal Pétain. Merci Jean-Pierre Chapelle. Je vous le disais au début de ce journal, la garde à vue a été prolongée de 24 heures pour les 5 personnes, dont M. Hubert Massol, impliquées dans cette affaire de l'enlèvement du cercueil du maréchal Pétain. Ce matin, plusieurs membres de la famille du maréchal Pétain se sont déclarés soulagés par le déroulement de cette affaire, par le dénouement de cette affaire, même si elles estiment que de toute façon, un jour, le cercueil devrait être transféré à Douaumont. Alors on arrive à la santé et on passe devant une espèce de cage de fer avec des barreaux tout au moins, et je vois mes comparses qui étaient là, qui étaient pas terrorisés, mais je les voyais tout petits bonshommes, ils étaient là, ils disaient qu'est-ce qu'on fait là, ils étaient beaucoup moins fiers. Et quand je passe, le marbrier me fait signe comme ça de me taire en mettant le doigt sur sa bouche. Alors là, je n'ai pas apprécié, je lui ai dit, écoutez, hein, vous n'avez pas à avoir honte de ce que vous avez fait, nous avons travaillé, nous avons fait ce coup pour une raison bien précise, nous l'avons fait pour la réputation du maréchal, n'importe comment vous n'êtes pas responsable, puisque c'était moi votre chef, c'est moi le responsable. Lui voulait s'amuser, pour rigoler, comme il a dit, c'est marrant. Mais là, c'était plus marrant pour lui. Au Val-de-Grâce, le cercueil du maréchal est recouvert d'un drapeau tricolore et veillé par une vingtaine de gardes mobiles. Le matin du 22 février, il est conduit vers l'aéroport de Villacoublay pour le ramener sur l'île-Dieu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'affaire Pétain est terminée. En fin de matinée, les hélicoptères Puma se posent sur l'île. 500 personnes sont venues en badaud pour assister à ces funérailles originales d'un maréchal mort 20 ans plus tôt et qui, l'espace de 3 jours, s'est accordé une virée parisienne. Dans la foule, beaucoup de curieux, et même les enfants des écoles venus assister à cet événement historique. Les anciens combattants de 14 sont là aussi. Après une brève cérémonie, on se dirige vers le petit cimetière pour procéder à la réinhumation. Il y a du monde jusque sur les murs pour mieux voir, mais l'on n'entend rien. En effet, Paris Match,
s'est offert les services d'un petit avion qui passe et repasse pour faire de belles vues aériennes. Un policier des RG note dans son rapport « Le recueillement n'a pas atteint un degré élevé. L'enterrement s'est déroulé en toute simplicité, pour ne pas dire à la bonne franquette. L'atmosphère était presque celle d'une kermesse. » À 20 ans d'intervalle, on est passé d'un public de pétainistes dévots à celui d'une foule venue au spectacle. On discute, on admire la qualité d'un cercueil en excellent état de conservation. Tout le monde ignore que sur l'un des côtés, Michel Dumas a gravé ses initiales. Après la descente du corps, on scellera la pierre tombale avec du ciment. Pour déterrer Pétain, la prochaine fois, il faudra un marteau-piqueur. Dernier hommage, afin d'effacer la profanation, le préfet dépose une gerbe de fleurs au nom du président de la République. Le 24 février, 2 jours après l'enterrement, les membres du commando sont présentés devant le juge d'instruction des Sables-d'Olonne, qui les remet immédiatement en liberté en attendant l'instruction de l'affaire. Je suis tombé sur un juge très courtois. Il m'a regardé sa montre, il m'a dit « Voyez, il est 9 h, vous avez un train pour Paris à 10 ou 11 h, je serais content que vous le preniez. » Je n'ai pas voulu le contrarier. En fait, ils ont été remis en liberté immédiatement. Dès le 24 février, immédiatement. Il faut imaginer que les magistrats n'aiment pas trop les affaires politiques parce que ça peut nuire à la carrière, ils n'aiment pas beaucoup ça. Il faut imaginer aussi que le pouvoir, en pleine campagne électorale, n'a pas vraiment envie de raviver ces vieilles histoires, ces vieilles blessures, et n'a pas du tout envie d'un procès politique. Parce que ce sera un procès politique. Donc il faut absolument mettre le couvercle là-dessus. Donc on les libère, on ne veut plus en entendre parler. Tixier-Vignancourt, lui, ne sera jamais inquiété. D'ailleurs, il ment avec aplomb et feint de ne rien savoir. Hubert Massol, vous le connaissez? Oui, je le connais. Il est même candidat, était candidat dans le 19e arrondissement. C'est un garçon pondéré, calme, plein de bon sens. Et rien, mais alors vraiment rien, n'aurait pu me faire penser qu'il aurait pris cette initiative. Ce qui devait être une apothéose est en fait le chant du cygne du pétainisme. Il n'y aura jamais de transfert à Verdun. Il n'y aura pas de procès non plus, au grand désespoir de Tixier, qui rêvait d'être à l'occasion de ce procès le nouveau défenseur de Pétain post-mortem. En vérité, l'affaire était classée d'avance. La brusque mort de Pompidou et l'amnistie qui suit l'élection de Giscard d'Estaing en 1974 a avantageusement permis de couvrir les faits incriminés. Le pouvoir ne souhaitant remuer ni les cendres, ni la boue. Là-dessus vient l'élection présidentielle de 1974, à la suite du décès de Georges Pompidou, et donc l'amnistie. Voilà, ils sont amnistiés et l'affaire est éteinte, le dossier classé. En 1975, on n'entend plus parler. Ils n'ont jamais été poursuivis. Incapables de séduire l'opinion, les pétainistes reprennent leur petit pèlerinage à l'Île-Dieu, comme ce 11 novembre 1973, où à titre de compensation, ils répandent de la terre de Douaumont autour de la pierre tombale. Ils ont beau vénérer les eaux de Vichy, le cercle de la Pétainie ne cesse de se réduire avec le temps. Dans les années 70, la première génération du pétainisme, celle qui a vibré au discours de Pétain, disparaît peu à peu. C'est désormais un nouveau parti, créé quelques mois auparavant, le Front National et son chef, Jean-Marie Le Pen, qui vont permettre véritablement à l'extrême droite de reprendre une place dans le paysage politique français. Et en dépit de quelques portraits de Pétain brandis ici ou là, et des dérapages du leader frontiste, les électeurs qui se tournent vers lui sont davantage sensibles au discours anti-immigré qu'à la nostalgie de Vichy et la défense de mémoire du maréchal Pétain. Les maréchalistes arrivent tout de même à former leur petite chapelle au sein du Front National. Hubert Massol y fera d'ailleurs carrière. C'est lui qu'on voit défiler devant le portrait de son idole, même si son combat pour la réhabilitation du maréchal fait peu de progrès. Curieusement, l'élection de Mitterrand suscite l'espoir du dernier cercle pétainiste. Mitterrand fera bien déposer une gerbe sur la tombe de Pétain en juin 86 pour commémorer le 70e anniversaire de la victoire de Verdun, puis tous les 11 novembre jusqu'en 1992, mais il n'ira pas plus loin. Cette année-là, des manifestants empêchent le préfet de déposer la gerbe et conspuent la poignée de nostalgiques conduits par Hubert Massol,
nouveau pape de la Péténie depuis la mort d'Isorni. Le groupe dirigé par Serge Klarsfeld, que nous avons vu d'ailleurs tout à l'heure débarquer au port pour contester, a lancé un diktat au président de la République, je crois que le mot n'est pas trop fort, au mois de juillet dernier, pour pratiquement lui interdire de venir déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain, comme le président de la République le faisait tous les ans. Nous ne pouvons pas admettre qu'après avoir déposé une gerbe à la mémoire des victimes au Vélodrome d'hiver le 16 juillet, eh bien, le 11 novembre, le président Mitterrand dépose une gerbe à la mémoire de leur bourreau. Devant cette vingtaine d'échappés de maisons de retraite, chantant pathétiquement « Maréchal, nous voilà », force est de constater que le pétainisme n'est décidément pas un mouvement d'avenir. Qui viendra fleurir la tombe du maréchal quand ils seront morts? Le 16 juillet 1995, Jacques Chirac mettait officiellement un terme à l'ambiguïté de l'image de Pétain en reconnaissant la responsabilité de la nation française dans le crime contre l'humanité. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. Lorsqu'il était prisonnier, apprenant qu'un groupe d'extrême droite songeait à le faire évader, Pétain avait désapprouvé l'opération. Je sortirai d'ici par la grande porte, ou pas du tout. Finalement, ce ne sera pas du tout. Certains Français essaient de créer des bouleversements. Pour en savoir toujours plus et pour en discuter, retrouvez le forum et toutes les infos sur les docs sur France3.fr.